Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une fiche argumentative. Je vous présenterai les arguments et les exemples qui vont vous permettre d'argumenter et de débattre sur ce sujet. Il s'agit de la fécondité des femmes de plus de 40 ans. Je précise que c'est un sujet qui est tombé cette année pour l'examen du DALF C1 en France. Cette vidéo est exclusivement réservée aux souscripteurs dans sa globalité. Voici le plan de cette fiche argumentative. Tout d'abord, nous verrons la situation actuelle, la mise en contexte, les problématiques éventuelles que vous pouvez mettre en place. Nous verrons dans les trois parties suivantes, nous verrons les raisons pour lesquelles cette situation s'est mise en place au cours des dernières années, les raisons sociales et familiales, puis les raisons sanitaires et enfin les raisons professionnelles. Nous en chercherons les conséquences négatives et nous verrons également le point de vue des mères sur leur situation actuelle, de mères à plus de 40 ans. Nous verrons les solutions pour limiter les risques qu'elles courent et enfin des ouvertures possibles. Je reviendrai sur votre travail personnel et je vous rappellerai qu'à partir du mois de septembre, je proposerai un nouveau manuel dont cette fiche fera partie, donc 40 nouvelles fiches argumentatives, volume 2. Dans un premier temps, voyons donc les éléments qui vous permettent de contextualiser le sujet, c'est-à-dire de l'intégrer dans un événement un petit peu plus large. Alors aujourd'hui, en France, 5% des femmes qui accouchent ont plus de 40 ans, ce qui représente environ 43 000 naissances par an. Elles ne représentaient que 1% des naissances en 1980. Donc ça veut dire qu'en 40 ans, le nombre de femmes de plus de 40 ans qui accouchent a multiplié par 5. Aujourd'hui, l'âge moyen du premier enfant pour une femme est de 28 ans, alors qu'il était plus près de 22-23 il y a 40 ans. Cette situation n'est pas quelque chose que les femmes regrettent ou refusent. C'est souvent une situation qui est voulue par ces mères, mais cette situation inquiète de nombreux médecins qui vont même jusqu'à utiliser le terme de risque sanitaire et de prise de risque pour la santé publique. D'où la troisième problématique que je vous propose. Alors, voyons trois problématiques possibles. Il y en a beaucoup d'autres. Je ne vous en propose que trois, mais vous pourriez en chercher davantage. Pourquoi les femmes françaises sont-elles de plus en plus nombreuses à avoir des enfants après 40 ans? La fécondité des femmes de plus de 40 ans n'est-elle pas le reflet d'un changement de société? Et troisième donc, en quoi la fécondité des femmes de plus de 40 ans représente-t-elle un problème de santé publique? Alors, les raisons pour lesquelles ces femmes décident d'avoir des enfants après 40 ans sont très nombreuses et je les ai donc séparées en trois parties principales et nous allons dans un premier temps voir les raisons sociales. Tout d'abord, les études sont de plus en plus longues. Généralement, avant, les études duraient, beaucoup de femmes déjà arrêtaient à 18 ans de travailler, se mariaient et avaient des enfants immédiatement. Aujourd'hui, elles entrent dans des carrières beaucoup plus longues, dans des études beaucoup plus longues, elles font des études supérieures, ce qui est tout à fait normal, et elles ne quittent pas l'université ou les écoles supérieures avant 23, 24, 25 ans. Et donc, évidemment, elles ne fondent pas de famille avant d'entrer dans le monde professionnel. Il y a également des raisons économiques. La vie économique, le pouvoir d'achat des Français est de plus en plus bas. Et donc, beaucoup de jeunes couples hésitent à avoir des enfants en se disant mais comment allons-nous faire pour nous en sortir dans une situation comme celle-ci? Comment allons-nous gagner assez d'argent pour pouvoir faire vivre un ou deux enfants? Donc ils préfèrent attendre d'être dans une situation économique meilleure
avant d'avoir des enfants. Et puis il y a la société qui fait qu'aujourd'hui le mariage est de plus en plus tardif. Les jeunes s'installent réellement et se marient de plus en plus tard. Et puis souvent, quand ils sont mariés, ils préfèrent profiter un petit peu de la vie, voyager, faire des sorties, etc., avant d'avoir des enfants. Et enfin, dernier point, dernier argument, dernier point social, ce sont les divorces qui sont de plus en plus nombreux en France. Aujourd'hui, un mariage sur deux, en gros, se termine par un divorce. Et donc, une femme qui a déjà eu des enfants à 25-30 ans avec son premier mari, divorce peut-être 10 ans plus tard, à 35 ou 40 ans, et puis se remarie, et puis décide à nouveau d'avoir des enfants avec son nouveau mari. Et donc, c'est une des conséquences un petit peu de ces sociétés, de cette augmentation des divorces, de ces remariages, de ces familles recomposées, comme on les appelle, où les nouveaux couples veulent de nouveau avoir des enfants. Voilà pour les raisons sociales. Voyons maintenant les raisons sanitaires, les raisons médicales. Tout d'abord, les techniques médicales se sont fortement améliorées au cours des dernières décennies. Et les risques aujourd'hui d'avoir des enfants passés la quarantaine restent très très faibles, même si certains médecins insistent sur les prises de risque, sur les dangers que courent ces femmes. Il s'avère que dans les faits, le risque est très très faible. Même s'il est supérieur à une femme de 30 ans, il reste très très faible. Les méthodes de contraception également ont permis aux femmes de choisir réellement le moment où elles souhaitaient avoir des enfants. Notamment les campagnes d'information qui ont été mises en place auprès des plus jeunes, auprès des adolescentes, portent également ses fruits. Et les femmes aujourd'hui savent se protéger et avoir des enfants quand réellement elles en ont envie. Et puis les techniques de procréation in vitro qui ont permis parfois à des femmes à un âge avancé d'avoir des enfants qu'elles souhaitaient réellement et d'avoir, grâce à la médecine, des enfants, grâce notamment à l'accès à la procréation, donc je vous l'ai dit, in vitro. Et enfin, il y a des raisons professionnelles. Le monde du travail reste un monde machiste où la femme a moins de chances d'avoir un poste à responsabilité qu'un homme. C'est avéré, c'est quelque chose de dommageable, mais la situation est telle que aujourd'hui les femmes, si elles souhaitent avoir un poste à responsabilité, doivent s'intégrer le plus vite possible dans l'entreprise et apporter la preuve qu'elles sont en mesure d'assurer un travail régulier tout autant que l'homme. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes décident d'attendre, de remettre à plus tard la maternité, tout simplement pour privilégier leur situation professionnelle, se permettre d'obtenir un poste à responsabilité et une fois qu'elles sont réellement intégrées dans les entreprises, qu'elles ont gravi les échelons, s'arrêter pour fonder une famille. Donc voilà un petit peu le changement dans la mentalité aujourd'hui, c'est que la femme préfère privilégier sa carrière professionnelle plutôt que sa vie familiale et plutôt que la naissance de ses enfants. Et je le répète, aujourd'hui, un poste sera plutôt donné à un homme qu'à une femme en âge de procréer parce que les patrons préfèrent assurer la présence de quelqu'un qui sera là tout le temps et qui ne s'arrêtera pas à un moment donné parce que cette personne attend un enfant. C'est la situation, elle est comme elle est, il faut l'accepter. Alors cette situation, c'est-à-dire les femmes qui ont des enfants de plus en plus tard, a quand même quelques inconvénients. Tout d'abord, souvent, les grossesses sont difficiles. Il y a également une forte baisse de la fertilité à partir de 35 ans. Ça veut dire que ces femmes rencontrent plus de difficultés pour tomber enceintes. Et souvent, ça pose un problème parce qu'elles se sont dit « j'attends ».
Et puis, au moment où elles veulent réellement avoir un enfant, la situation s'est compliquée et tomber enceinte devient de plus en plus difficile. Une fois qu'elles sont enceintes, il y a de forts risques de fausse couche, c'est-à-dire de perdre son enfant pendant la grossesse, généralement en raison d'anomalies chromosomiques dues justement à l'avancement de l'âge. Selon certains médecins, une grossesse d'une femme de plus de 40 ans ressemble, comme ils la disent eux-mêmes, à un parcours du combattant. Et cela représente également un risque pour les fœtus. Notamment, la mortalité des mères au cours de l'accouchement est multipliée par 10. Mais il faut mettre en exergue un petit peu ça, c'est que malgré le fait que ça augmente, cela reste exceptionnel. La mort d'une mère pendant l'accouchement reste exceptionnelle. Les complications généralement relevées chez les mères sont le diabète, des hémorragies, un fort taux de césarienne à l'accouchement et de l'hypertension artérielle. Et chez les bébés, des naissances prématurées, des fausses couches, je vous en ai parlé, et également, mais là ça reste encore exceptionnel et très très rare, des morts naturelles, c'est-à-dire des morts in utero. Généralement, les mères de plus de 40 ans sont satisfaites de la situation. Elles ne regrettent absolument pas leur choix, même si une des conséquences négatives sur lesquelles elles insistent c'est le regard des autres. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont parfois 50, 55 ans et qui se retrouvent avec des enfants d'une dizaine d'années, et le regard des autres peut parfois être difficile à accepter. Donc c'est un regard critique, c'est souvent difficile à vivre, c'est l'un des points négatifs sur lesquels elles insistent. Mais elles estiment également que la présence de cet enfant les oblige à se maintenir en forme, à rester jeunes dans leur tête et dans leur corps. Et beaucoup d'entre elles ont repris le sport pour justement être présentes au quotidien auprès de leurs enfants. Et pour elles, c'est très souvent une expérience très positive. Et elles notent enfin que la relation avec leurs enfants est souvent beaucoup plus forte quand elles ont 40 ans, avec les enfants qu'elles ont eus à 40 ans, plutôt qu'avec les enfants qu'elles ont eus à 25 ans. Donc il y a une beaucoup plus grande complicité avec leurs enfants. Alors, quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place pour limiter les risques? Au niveau médical, tout d'abord, il faut faire un suivi régulier des grossesses. Malheureusement, l'un des gros problèmes, c'est le manque de postes de médecins, d'infirmiers, de spécialistes, susceptibles d'aider ces femmes au quotidien. Donc il faudrait absolument augmenter le nombre de médecins et de spécialistes dans ce domaine. Parmi les tests qui doivent être réalisés de manière régulière, on trouve notamment des tests sanguins, parce qu'il y a souvent des problèmes sanguins lors des grossesses tardives, on va dire. Au niveau psychologique, il faut surtout, et ça c'est un des gros points sur lesquels les mères insistent, c'est la critique qui est faite, la culpabilisation qui est faite par certains médecins qu'elles voient, donc des gynécologues qu'elles rencontrent, qui les mettent en garde, qui les critiquent, qui les condamnent un petit peu sur ces situations. Donc il faut arrêter absolument de culpabiliser ces mères, parce que évidemment cette culpabilité, cette sensation d'avoir fauté est incompatible avec une grossesse, parce que ça les stresse énormément et ça met en danger leur santé, mais également la santé du fœtus. Donc il faut absolument, selon les psychologues, arrêter de culpabiliser ces femmes. Et un autre gros problème qu'il va falloir gérer dans les prochaines années, c'est d'augmenter les services de garderie, car ces femmes, évidemment, travaillent, vont retourner au travail et vont avoir besoin de structures qui vont être capables d'accueillir leurs enfants. Or, aujourd'hui, les crèches, tout comme les EHPAD qui sont en situation catastrophique, manquent de personnel, manquent de moyens financiers,
et il est de plus en plus difficile de trouver une crèche de qualité en France. Donc il va falloir, à un moment donné, trouver des solutions pour améliorer la situation dans les crèches également. Voyons quelques ouvertures possibles, c'est-à-dire vous êtes en présentation orale et vous décidez d'ouvrir le sujet un petit peu sur quelque chose de plus large. Vous pouvez parler de l'accès des femmes au travail, qui est encore limité, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Enfin, la loi leur donne les mêmes droits, mais en réalité, elles n'ont pas les mêmes droits. Donc, il faut remettre en cause un petit peu la mentalité dans l'entreprise pour donner une chance totalement égale aux femmes. Je vous l'ai dit, un problème sur lequel vous pouvez insister, c'est le problème des crèches qui sont de plus en plus en situation de crise. Au-delà de cette volonté d'avoir des enfants de plus en plus tard, d'autres femmes vont encore plus loin et, pour privilégier leur carrière, décident tout simplement de ne plus avoir d'enfants, de peur de mettre justement cette carrière en danger, de la mettre en péril. Et puis, vous pouvez insister sur quelque chose de très récent, c'est-à-dire cette volonté de nombreux pays, dont les États-Unis, de remettre en cause l'IVG et même la contraception. Donc, vous pouvez ouvrir sur un sujet polémique comme celui-là. Cette fiche argumentative est un premier travail que vous pouvez réaliser. Mais vous ne devez pas vous contenter de cela. Vous devez lire régulièrement la presse écrite. Vous devez écouter régulièrement la radio ou des podcasts comme Europe 1, France Culture, France Info, RTL, RFI, France 24. Vous devez créer d'autres fiches argumentatives avec des arguments et des exemples actualisés. Il faut que vous fassiez absolument des fiches grammaticales sur vos difficultés ou vos points faibles, mais également des fiches lexicales avec les expressions les plus fréquentes à connaître, et notamment le vocabulaire spécifique à tel ou tel thème. Ces fiches vous seront utiles pour la production écrite comme pour la production orale. Entraînez-vous régulièrement devant la glace, à l'expression orale, sans notes, c'est-à-dire sous forme de dialogue, mais également à l'écriture, avec la rédaction d'arguments. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir du mois de septembre, je proposerai un nouveau manuel de fiches argumentatives, le volume 2. Il regroupera 40 nouvelles fiches, beaucoup plus développées que celles que vous pouviez avoir dans le volume 1, qui était plus, on va dire, dédié au B2, C1. Là, je vais beaucoup plus insister sur le C1, C2, avec des arguments plus développés, des exemples, et surtout des exemples plus récents. Évidemment, le premier manuel a déjà 3 ans, et en 3 ans, le monde a totalement évolué. Le bouleversement de notre société a été énorme, notamment avec la crise sanitaire, la crise alimentaire que nous vivons actuellement, la crise économique, la remise en cause de la mondialisation. Tous ces événements, évidemment, sont pris en compte dans les nouvelles fiches argumentatives que je vais vous proposer. Ce manuel sera vendu au prix de 16 € et vous pourrez le trouver sur mon site internet. Sur mon site internet, ce sera uniquement paiement PayPal, mais vous pourrez, comme d'habitude, également l'obtenir en me contactant par mail. Je vous l'enverrai en fichier PDF par mail. Il suffira alors de me payer par virement bancaire si vous habitez en Europe ou par Bizum si vous habitez en Espagne. En attendant, si vous ne voulez pas attendre que vous avez votre examen qui approche, vous pouvez toujours me contacter pour obtenir les manuels qui existent déjà. Et donc, ces 3 manuels qui existent déjà sont les 60 fiches argumentatives par thème, au prix de 11 € et les manuels de production écrite et orale de B2 C1, donc 40 productions orales de B2 C1 et 40 sujets développés de production écrite B2 C1. Donc si vous les voulez, vous pouvez les acheter directement sur mon site internet ou me contacter par mail et je vous les enverrai. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
Je vous remercie encore une fois de votre soutien parce que ces vidéos vous sont réservées, parce que vous avez souscrit à ma chaîne et je vous en remercie. Bonne journée, au revoir.